Bonjour, je vais vous parler de Johannes Theodor Schmalhausen. Parfois on prononce son nom Ivan Fyodorovitch Schmalhausen. Schmalhausen qui veut dire maison étroite, je crois. Schmalhausen, oui, maison au pluriel, il en faut au moins 2. C'est un botaniste allemand, mais il a travaillé pour l'Empire russe pendant quelques temps. Il s'est surtout consacré pendant sa carrière à la paléobotanique, c'est-à-dire l'étude des fossiles des végétaux, et à la floristique, l'étude des fleurs, j'imagine. Je vais principalement vous parler des différentes thèses sur lesquelles il a travaillé. Mais à ne pas confondre ceci dit avec Ivan Ivanovitch Schmalhausen, qui est également un biologiste russe, mais qu'on connaît plus notablement pour la loi de Schmalhausen, qui dit qu'une population vivant dans des conditions extrêmes ou des conditions inhabituelles va être plus susceptible, plus vulnérable à des changements infimes. Nous allons d'abord parler de sa première thèse, A pasledovetil nestie paberov vesostvetieslakov, pour lequel il gagna une médaille d'or. Et ça parle de la succession des pousses dans les inflorescences des graminées. Les graminées, donc c'est une famille de plantes dont font partie les céréales en particulier. Comment les fleurs poussent-elles sur les céréales? Déjà, on a une inflorescence de base qui s'appelle l'épillet, c'est-à-dire un petit groupement de fleurs comme ça. Voilà, ça fait un épillet. Ça, c'est un petit peu notre condition d'arrêt, si je puis dire. Mais plusieurs épillets vont être regroupés sur une inflorescence secondaire, et c'est là qu'il peut y avoir plusieurs types d'inflorescences. C'est-à-dire, on peut avoir l'épi, tout simplement. Par exemple, le blé, il pousse comme ça. Ça, c'est des épillets que je suis en train de dessiner. Il y a plusieurs épillets qui poussent en alternance sur une tige, ça fait un épi. Très simple. Ensuite, il y a le racème. On appelle ça aussi grappe, tout simplement. C'est comme un épi, mais avec une tige qui relie l'épillet à la tige principale. Voilà. Hop. Là, par exemple, il n'y a pas encore de fleurs, mais quand il y en aura, ce sera des racèmes. Là, il y en avait une. Et enfin, on a une version un petit peu plus compliquée, c'est lorsqu'on rassemble plusieurs racèmes sur un axe principal. Par exemple, l'avoine, il a à peu près cette forme-là, et ça, on appelle ça un panicule. Ça, il n'y a pas encore de fleurs non plus, mais ce sera une ombrelle. Poup, ici, une ombrelle. Ça, par contre, plusieurs embranchements successifs, c'est une cyme. Pas très en forme le coco, hein. Et d'ailleurs, figurez-vous que j'avais pris cette vidéo au début du confinement, mais là, on en est à la fin, et devinez ce qui s'est passé. Coco, il a fait un nouveau stolon. Les autres, je les ai mis dans l'eau, ils font des racines. Et d'ailleurs, le succulent dont je vais bientôt parler dans la vidéo, il fait des fleurs maintenant. Elles sont toutes poilues. On va passer maintenant à sa deuxième thèse écrite en 1874 qui s'intitule Arastitelniech pomiezich nabuldiniei Sankt-Peterburgskoi flori, et dans laquelle il traite des hybrides végétaux de la région de Saint-Pétersbourg. Les hybrides végétaux, c'est comme les hybrides animaux, c'est-à-dire un lion et un tigre qui donneraient naissance à un ligre. Oui, voilà. Oui, le ligre, c'est lorsque c'est une tigresse et un lion, et lorsque c'est une lionne et un tigre, on dit un ligron. Bref, et pour les plantes, c'est pareil, sauf que ce serait, si on a un hybride de pétunia et de baobab, on appellerait ça un pétobab. Je sais pas. Donc notre ami Schmalhausen, il a étudié ça, mais particulièrement sur les plantes les fleurs de Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce qui pousse à Saint-Pétersbourg? On va chercher tout de suite. Fleurs Saint-Pétersbourg. Bon, des tulipes, Vladimir Poutine, des fleurs enneigées, des fleurs rouges, jaunes, roses. Bon, des fleurs assez classiques en fait, hein. On va maintenant
aborder sa thèse de doctorat, c'est-à-dire Исследование над развитием mlecznych wmestilich rastenier, dans laquelle il semble aborder la question des contenants, de l'évolution des contenants du lait végétal. Les plantes, elles ont des sucs lactés qui leur servent à faire des réserves. Par exemple, les plantes qu'on appelle succulentes, elles s'appellent comme ça, succulentes, parce qu'elles ont beaucoup de sucre, parce qu'elles font beaucoup de réserves. J'essaye de dessiner une plante succulente. Ça, par exemple, voilà, c'est des succulentes. Beaucoup de lait à l'intérieur. Alors la différence entre le suc et la sève, c'est que si on plante un couteau dans la plante, la sève s'écoule, alors que le suc, il reste à l'intérieur. Pourquoi il reste à l'intérieur? Je ne sais pas trop, mais apparemment ça semble avoir un lien avec des tissus, des poches en tissu dans la plante, plein de petites poches. Prenez ça un peu avec des pincettes, je suis pas très sûr de ce que je dis là. Vous aurez compris que j'ai traité principalement des thèses écrites par Schmalhausen et je n'ai pas mentionné ces ouvrages en langue allemande qui me paraissent être des traductions de ces ouvrages russes, et je n'ai pas mentionné non plus ces autres ouvrages comme Kratkie Učebnik botaniki dla studentov medicini i начинающих naturalistov. Je n'ai pas parlé non plus de Srednje i Južnoj Rosije, Kryma i Severnogo Kavkaza, rukovodstvo dla определения семенных и вещих сопоровых растений, ni son équivalent pour la partie sud-ouest, à savoir Flora jugo-zapadnoj Rosji, tu jest gubernie Kijevski, Volnyski, Podolski, Poltavski, Černigovski i smešných местностей. Rukovodstvo dla определения семенных и вещих сопоровых растений, qui est uniquement le titre de l'ouvrage. Merci d'avoir écouté cette conférence sur Ivan Fyodorovitch Schmalhausen. À bientôt.